Il y a 1 million de façons de blanchir de l'argent. C'est trop facile, c'est devenu trop facile. Je faisais 13 millions de blanchiment. Les premiers clients de cash des réseaux de blanchiment sont généralement dans le domaine des travaux publics, bâtiments publics. Je préfère le déclarer à 500, 600 euros et le reste, je lui passe en cash, quoi. On est tombé de temps en temps sur des sommes de 20 ou 25 000 euros qui sont là dans une enveloppe sous le comptoir, quoi. Sorti. Les deux là. T'as vu la montre? Là, il y en a pour pareil, c'est une montre à 20-30 000 minimum. Ah mais je soupçonne pas, je vois clairement des voitures qui s'arrêtent, des sachets de cocaïne qui sont passés à travers les fenêtres, des liasses de billets, c'est très clair. C'est la dernière prise. Objet de marque, des biens particulièrement coûteux, qu'on va se faire un plaisir de vous remettre. Chacun son business. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui vous raconte ce soir à travers une enquête exceptionnelle comment sont recyclées les sommes considérables générées chaque année par le trafic de drogue en France. Un pactole estimé à plus de 7 milliards d'euros, un chiffre qui a triplé en 10 ans. Alors tout ça parce que le consommateur paie cash sa dose, mais aussi parce que certains points de deal rapportent jusqu'à plus de 100 000 euros chaque jour. Alors les trafiquants se sont aperçus qu'il était parfois plus difficile de stocker, transporter, recycler, écouler cet argent de la drogue que la drogue elle-même. Au fil du temps, ils se sont améliorés, ils se sont diversifiés, ils ont également sophistiqué les méthodes de blanchiment. Pour les besoins de cette enquête, nous avons rencontré des narcotrafiquants, ils nous livrent leurs recettes. Nous avons également suivi au quotidien le travail des enquêteurs qui découvrent chaque jour à quel point l'argent de la drogue, narcose, gangrène l'économie française. Trafic de drogue sur les traces de l'argent sale, c'est un document signé Florence de Soultret avec l'aide de Samir Benguenouna pour Girafe Prod et Enquête exclusive. Quelque part en France, dans une zone industrielle, le lieu du rendez-vous nous a été donné à la dernière minute. Cet homme, nous l'appellerons Abel, a accepté de nous rencontrer après des semaines d'échanges sur messagerie cryptée. À ses côtés, un comité d'accueil armé de Kalachnikov. Et ma sécurité, on a essayé de me buter 2-3 fois. Abel a 45 ans, il est grossiste en cannabis au sein d'un important réseau. Son rôle, superviser les livraisons. Ça, c'est de la résine de cannabis, c'est du shit. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est à peu près 12 kilos. 12 kilos. Au prix de détail, cela fait 100 000 euros sur la table. C'est une petite quantité. C'est une cargaison pour un client qui va venir la récupérer. C'est 12 kilos pour un client. Les clients d'Abel, ce sont les points de deal. Chaque mois, il en alimente des dizaines. Sa marchandise arrive d'Espagne, cachée dans des poids lourds. Vous en importez en France à quelle régularité? C'est des tonnes qui passent. Un peu plus que 2 tonnes par an. Ça dépend de la demande. En fait, tout est par rapport à la demande. Il y a beaucoup de monde qui fume. Le marché, il a pété durant ces 5-6 dernières années. Il est beaucoup plus fort qu'avant. Chaque année, des millions d'euros passent entre ses mains. Comme cet acompte reçu pour la livraison du jour, tout est en cash. Un cash qui s'avère encombrant. C'est dangereux d'avoir du cash. Je sais jamais ce qui peut se passer si la police vient chez moi ou si il y a des ennemis à moi qui veulent me venir chez moi me récupérer l'argent. Il y a plein de choses. La règle d'or, c'est de se débarrasser plus rapidement du cash. Je fais un maximum pour blanchir. Pour blanchir, il faut qu'il dégage vite. Il faut qu'il me reste dans les mains. Blanchir. Donner une existence légale à des fonds dont l'origine est illicite. C'est l'obsession des trafiquants. En France, avec 7 milliards de revenus par an, le marché de la drogue n'a jamais été aussi puissant. Et les trafiquants aussi riches. Là c'est l'argent, il y a 50 000, ça part direct. Comment se débarrasse-t-il de tout ce cash? Comment le réinjecte-t-il dans l'économie légale? L'argent, ça vaut de l'or, hein. C'est le papier, c'est le nerf de la guerre. Hein. Durant plus de 6 mois, nous avons enquêté sur les traces de l'argent sale dans toute la France. Nous avons recueilli des témoignages exceptionnels de trafiquants qui lèvent le voile sur leur technique. Nous avons rencontré des collecteurs,
des blanchisseurs. Aujourd'hui, ça m'a fait 1 000 euros, je les mets dans la caisse. Et du coup, c'est comme ça que tu blanchis ton argent. Société fictive, petit commerce d'apparence légale. Ça, c'est les packs d'eau. Ça, c'est acheté avec l'argent du trafic. De l'épicerie du coin de la rue jusqu'au chantier de bâtiments. L'argent de la drogue circule partout autour de nous. Moi, j'ai besoin d'à peu près 40-50 000 euros mensuels en cash pour mes salariés. Mais alors que les saisies de stupéfiants se chiffrent en milliards d'euros, l'argent, lui, est beaucoup plus difficile à attraper. Bonjour monsieur, les services de police. Nous avons suivi les enquêteurs d'une brigade hors norme, spécialisée dans la traque des réseaux de blanchiment. Ah putain, il y a l'autre qui sort. Number one. C'est la cible principale, au cœur du système de blanchiment. Pour contrer les trafiquants, la nouvelle stratégie de l'État, saisir leurs biens les plus précieux. L'objectif, c'est que l'argent qui provient de la délinquance aille dans le budget général de l'État. 9,5 millions pour ce yacht. 9,5 millions, c'est pris. Jusqu'où l'argent de la drogue gangrène-t-il notre économie? Comment lutter contre un phénomène aussi insaisissable? Enquête sur le fléau du narco-blanchiment. Marseille. Sur les hauteurs de la ville, les quartiers nord. Au cœur des cités et de leurs points de deal, c'est ici que démarre notre traque sur la piste du cash. Après plusieurs jours de négociations, une équipe de dealers a accepté notre caméra. Il est 17 h, les guetteurs sont à l'affût. Et dans ce hall, les ventes tournent à plein régime. Moi, mon sang, un 22. C'est l'heure de pointe, la sortie du travail. Assis sur sa chaise, le dealer écoule sa marchandise. C'est ça, je t'explique. Alors ça, c'est 30 euros, ça, 20 euros, ça, 10 euros, ça, 40 euros. Ici, on vend essentiellement du cannabis sous forme de résine ou d'herbe. 7 euros le gramme en moyenne. Qu'est-ce qui se vend le plus? Ah, c'est les 10. Il y a 1,5 g. C'est les moins chers. Hein. C'est Hachibo, c'est ça là. Hachibo, c'est beau la vie. Le packaging est soigné. Objectif, vendre un maximum. Pas ça dessus, pas ça. La mécanique est bien huilée. Quand son stock s'amenuise, un autre membre du réseau débarque. C'est le ravitailleur. Wesh, t'as fait d'affaires ou comment ça? Je t'ai ramené bœuf, shit. T'as ramené ce qu'il faut? Ouais, c'est bon. Normalement, tu es bien. En échange d'une nouvelle recharge de marchandises, le dealer donne au ravitailleur ses dernières recettes. Donc 280 en bœuf et en shit, j'ai 240. Protéger l'argent, c'est la priorité absolue sur un point de deal. En ce moment, on lui fait 5-6 fois. C'est parce qu'en ce moment, c'est chaud. Parce qu'à tout moment, il peut se faire péter. Cette argent-là, je vais aller la poser dans mon stock. Parce que c'est des sous, il faut faire attention avec les sous. Tu dis un stock, c'est quoi un stock? C'est l'appart, chez une nourrice en fait, directement. Une nourrice, c'est un habitant de la cité, payé pour cacher chez lui l'argent ou la drogue. Soudain, le cri des guetteurs retentit. Aha, le nom de code pour avertir de l'arrivée de la police. Alors que le ravitailleur disparaît dans les étages, le vendeur s'enfuit, lui, en trottinette électrique. Il se débarrasse de sa marchandise et passe, comme si de rien n'était, sous le nez de la police. Une patrouille vient d'arriver au pied de l'immeuble. Leur stratégie, rester postés plusieurs heures afin de paralyser le trafic. Nous retrouvons le vendeur à quelques blocs de là. Donc là, il s'est passé quoi juste en gros? Là, il y avait une attaque, c'était chaud là. En ce moment, ils ont décidé de nous casser les couilles à nous. Ça fait perdre de l'argent parce qu'on perd des clients. Ça paralyse pendant combien de temps un point de vente? Comme ils ont envie, ils peuvent rester là toute la journée s'ils veulent.
Généralement, 1 heure. Ce jour-là, la police ne partira qu'à la tombée de la nuit. Les dealers n'ont travaillé que 5 heures. Ils ont gagné 4 000 €, moitié moins qu'une journée normale. À Marseille, il existe près d'une centaine de points de deal. Les plus gros peuvent rapporter jusqu'à 80 000 € par jour. Comment les réseaux font-ils sortir des cités de telles quantités de cash chaque jour? Pour le découvrir, nous embarquons avec le gérant d'un autre point de deal. Il est 2 h du matin. Il nous emmène dans sa mission du soir, la collecte. La chose la plus importante dans un charbon, c'est exfiltrer l'argent. Le plus important, c'est que l'argent soit sorti du point. Et l'argent, ça vaut de l'or, hein. C'est le papier, c'est le nerf de la guerre. Hein. Mon rôle, j'ai venu le récupérer les sous de toute la journée. La recette, comme ça au moins c'est coffré, c'est caché. Et au moins la journée, les sous ils sont en sécurité et le lendemain, ben, ça repartit pareil. Notre homme a rendez-vous sur un point de deal. À sa demande, nous l'attendons dans la voiture. Là, j'ai récupéré la recette. 3 000 € en cash. Des liasses de billets visiblement déjà comptés et triés. Cette opération, il va la reproduire sur plusieurs points de deal appartenant au même réseau. Il récolte au total des dizaines de milliers d'euros. L'argent, on va le coffrer plusieurs temps. On va l'entasser. On conseille surtout de mettre l'argent ailleurs, à l'opposé du stup. On essaye de ne pas mélanger surtout. Je ne sais pas si vous remarquez, la police, quand ils arrêtent souvent, c'est que du shit, que de la drogue. Il n'y a jamais stocké de l'argent à côté. Dans ces organisations criminelles, rien n'est jamais laissé au hasard. Chaque membre a un rôle précis et l'argent change sans cesse de main. Après les dealers, les ravitailleurs puis le collecteur, le cash est centralisé dans ce que les trafiquants surnomment la banque. Un appartement banal, insoupçonnable. Voici l'argent. Voici la recette d'une journée type. À cette étape, les billets sont à nouveau comptés, recomptés. Chaque tas correspond ici à 1 000 €. Il y a 50 000, ça part direct. Le butin va rester dans ce qu'ils appellent la banque, entre quelques heures et quelques jours. Car il faut ensuite l'envoyer là où il sera investi et blanchi. Dans le sous-sol d'un immeuble, un homme a accepté de nous parler de cette nouvelle étape. Il récupère l'argent et le redistribue. Il déplace parfois jusqu'à des centaines de milliers d'euros. Un rôle qui nécessite la confiance du réseau. C'est pas tout le monde qui peut avoir cette responsabilité. C'est soit des gens de la même famille, soit des gens qui sont ensemble depuis des années. Mais c'est pas n'importe qui, parce que là, il y a beaucoup d'argent en jeu. Les gens, pour peu d'argent, ils perdent la tête. Et vous êtes payé combien? Je peux pas répondre, madame. Vous, ça porte un nom, votre rôle? Là, dans des points stup, il y aura des rôles où ça va l'appeler la banque. Mais moi, c'est pas la banque. Moi, ça va être plus la trésorerie publique. En d'autres termes, il apporte l'argent dans des commerces pour qu'il y soit blanchi. Comme un collègue récemment, il a acheté un resto, des hôtels, à Nice, à Saint-Tropez. Il y a de l'argent qui est envoyé au Maroc. Au moins, derrière, il reçoit l'argent propre. Pour vous, c'est quoi le blanchiment? Le blanchiment, c'est d'avoir beaucoup d'argent en espèces et de transformer, qu'elle ait une valeur à l'État. On voit que comme quoi ça, genre, après, l'État, il se demande pas d'où ça vient. Vous comprenez ou pas? Genre, il faut que cette question, elle sorte de leur tête.
Brouiller sans cesse les pistes, investir l'argent dans de multiples sociétés, c'est le quotidien des trafiquants. Et parmi leurs stratagèmes, l'un des plus efficaces, c'est la fausse location de voitures. Abel, le grossiste en cannabis, y a recours. Il nous en dévoile quelques ressorts depuis l'arrière-cour d'un de ses garages. Cette voiture, c'est la partie location. On a à peu près une dizaine de véhicules qui est sur place. Il y a des BM, des Z4, c'est les derniers modèles qui se louent en fait. Toutes ces belles cylindrées sont achetées en cash en Europe de l'Est. Une première façon de blanchir l'argent du trafic. Et Abel ne s'arrête pas là. Il y a tous ces véhicules qui ne sont pas loués. Ils sont là, mais je les déclare loués. Je te donne un exemple. Sur celle-là, c'est 300 € par jour. Je déclare comme quoi elle a été louée, mais elle n'est pas louée. La voiture, elle est là, elle ne bouge pas. Le procédé est simple. Pour blanchir, Abel établit un contrat de location au nom d'un client fictif. À 300 € par jour pendant un mois, par exemple, cela fait une facture de 9 000 €. Sauf que pour la régler, pas de client. C'est l'argent du trafic qu'Abel met directement dans sa caisse. Déclaré comme un revenu légal, il devient ainsi propre. Et les clients fictifs, Abel les trouve dans son entourage. C'est un contrat de location avec un nom, un prénom. N'importe qui peut donner sa pièce d'identité. Du moment que je le rémunère, je lui donne entre 250 et 300 €. Je fais ça avec des gens depuis des années. Et si les autorités appellent la personne? Ouais, ben la personne, elle est au courant déjà. Il dira que la voiture, je l'ai louée. Il n'y a pas de risque, en vrai. Si j'ai un contrôle ou quoi, ben, je sors les factures. Je leur montre qu'un tel a loué la voiture de temps à temps, et puis c'est tout. La méthode est si répandue que l'État a dû serrer la vis. Depuis cet été, la loi interdit tout paiement en liquide pour la location de voitures. Mais pour l'heure, Abel continue. C'est l'une des meilleures options. Il y en a plusieurs. La meilleure façon de blanchir de l'argent, c'est les commerces qui rapportent du cash. Que tu peux déposer du cash, qui eux qui font entrer du cash. Comme les restaurants, comme les bars. Il y a 1 million de façons de blanchir de l'argent. C'est trop facile, c'est devenu trop facile. Trop facile, car des business qui brassent du cash, il y en a partout, à tous les coins de rue. Épicerie, bar, restauration rapide ou salon de beauté. Derrière ces vitrines, payer en liquide est fréquent. Les trafiquants l'ont bien compris et n'hésitent pas à investir pour écouler leur argent sale. C'est le cas de Rico, patron d'un point de deal en région parisienne. Moi j'ai commencé, j'étais petit, ça veut dire j'étais un simple dealer. Voilà, j'ai grimpé, après j'ai fini gérant. Et au final, comme on dit, les petits prennent la place des grands. Donc du coup, je suis la tête du réseau. Aujourd'hui, il prétend empocher chaque mois 16 000 € de bénéfices. Pourtant, rien ne trahit sa fortune. Ni voiture de luxe, ni vêtements ostentatoires. Sa seule obsession, rester invisible. Je flambe pas, j'essaie de me faire le plus discret possible. Les voitures de luxe, les boîtes de nuit, ça attire l'œil, ça attire le regard sur toi. Donc non, on essaie de discret un peu. Pour blanchir, il posséderait plusieurs commerces, dont un salon de manucure qu'il accepte de nous montrer. Flacons de vernis, matériel. Ici, tout est prêt pour les clientes, sauf qu'il n'y en a jamais. Des employés non plus. La boutique est constamment fermée. Il n'y a personne de base. Le truc, c'est juste pour blanchir de l'argent. C'est du cash. Je prends l'argent de mon terrain, de stup, je viens dans mon commerce, j'écris sur un cahier. Aujourd'hui, j'ai eu un exemple, 30 clients, ça m'a fait 1 000 €, je les mets dans la caisse. Et du coup, c'est comme ça que tu blanchis ton argent. Et en cas de contrôle, comment vous justifiez que vous avez eu des clients? Ouais, après, ça, c'est le comptable qui gère tout ça. Ça, par contre, je pourrais pas t'expliquer. De base, moi, j'ai pas que ça à faire de m'occuper le risque, se prendre la tête avec des clients. C'était juste pour remplir les caisses, c'est tout. C'est un maquillage qui fait en sorte que les soupçons ne sont pas sur vous. Salon de manucure, barbershop. Un maquillage idéal car comment contrôler combien de mains ont été manucurées?
ou de barbe coupée. Depuis peu pourtant, ces commerces de façade sont sous le feu des projecteurs. Accusés sans détour de servir à blanchir l'argent du narcotrafic, la multiplication des épiceries de nuit notamment crée des tensions partout en France. Comme ici, à Nîmes. À 2 minutes des célèbres arènes, fréquentées par des milliers de touristes, la rue de la République. Rémi Porte est avocat, secrétaire du comité de quartier. Et comme beaucoup de ses voisins, il est à bout de nerfs. Le problème, effectivement, c'est la multiplication des épiceries de nuit, des commerces de restauration rapide, des barbershops. Nous avons plus d'une vingtaine d'établissements de ce type concentrés sur même pas 300 mètres de rue. La question légitime que l'on se pose, c'est comment font pour survivre 4-5 commerces dont l'activité principale est identique sur 200 mètres de rue. Rémi a lui-même été démarché alors qu'il cherchait un locataire pour cette boutique qu'il possède sur la rue de la République. J'ai été approché dans la rue, directement un peu à la sauvette, par des personnes qui souhaitaient donc du coup louer ce commerce pour soit de la restauration rapide, soit pour un commerce type épicerie de nuit. Ses interlocuteurs lui proposent alors directement le double du loyer demandé. Concrètement, 10 000 € par an, cash. J'ai dit non. Pourquoi ? On se doute que c'est ou du blanchiment d'argent, ou en tout cas que cet argent n'est peut-être pas forcément obtenu en totalité de manière licite. Avec l'arrivée de ces commerces, la vie du quartier a été chamboulée. Devant cette épicerie, une tentative d'assassinat a même eu lieu il y a quelques mois. Une attaque au couteau, aux allures de règlement de compte entre trafiquants. Désormais, à chaque réunion de quartier, le sujet qui obsède les habitants, c'est l'insécurité. Ils accusent ces commerces de se livrer, outre le blanchiment, à toutes sortes de trafics. Ah mais je soupçonne pas, je vois clairement des voitures qui s'arrêtent, des sachets de cocaïne qui sont passés à travers les fenêtres, des liasses de billets, c'est très clair. Hein. Après on a parfois des représailles, ils ont quasi défoncé notre porte en pleine nuit. Parce que j'avais appelé les flics. On est en colère, c'est parce qu'on ne nous entend pas. Pour comprendre ce qu'il se passe la nuit venue dans cette rue, nous nous sommes postés dans un appartement vide, près des commerces suspects. Et nous avons filmé en caméra discrète. Il est 2 h du matin. Cette épicerie censée fermer à minuit va en réalité rester ouverte toute la nuit. 2 barreaux ont été sciés pour pouvoir passer des marchandises. Des boissons, mais pas que. Le carton que récupère ce client, c'est une bonbonne géante de protoxyde d'azote. Un gaz euphorisant assimilé à une drogue, dont la vente sous ce format est interdite. De nuit, l'épicerie s'adonnerait donc à des activités moins licites que pendant la journée. Les clients s'enchaînent, une trentaine par heure. Constamment aux aguets, le vendeur est secondé par un guetteur, cet homme en noir. Soudain, l'alerte est donnée. La police est dans la rue. Face à la porte close, le véhicule repart. Et tout de suite, l'épicier rouvre. Visiblement, c'était moins une. Contactés, les autorités nous indiquent qu'en un mois, l'épicerie s'est fait verbaliser une dizaine de fois. Mais aucun arrêté de fermeture n'a été pris. Faire fermer ces commerces suspectés de blanchiment, d'autres départements en ont fait, eux, leur priorité. L'Hérault détient le record national.
En 9 mois, 123 fermetures administratives de petits commerces ont été prononcées. C'est la spécialité de la brigade débit de boissons, supervisée par le commissaire Agnel. Tu nous dis en 2 mots les fermetures qu'on a fait cet après-midi là. Donc aujourd'hui on a 2 fermetures importantes à faire sur 2 épiceries, dont l'une fermeture de 6 mois pour vente de tabac et de protoxyde d'azote. Leur stratégie, se servir des trafics illicites pour fermer les commerces. Plus rapide, plus facile que de lancer une longue enquête judiciaire pour blanchiment. Le blanchiment, c'est toujours difficile à mettre en évidence. Il faut faire des investigations. On ne peut pas arriver et dire, tiens, cette épicerie, elle sert à blanchir l'argent de tel ou tel trafic. Quoi. Il faut le prouver. Quoi. On peut avoir de la chance, et puis quand on arrive, il y a une forte somme en liquide. On est tombé de temps en temps sur des sommes de 20 ou 25 000 euros qui sont là dans une enveloppe sous le comptoir. Quoi. Mais évidemment, ça, c'est assez rare. C'est assez rare. Les policiers se rendent dans le quartier de l'épicerie à fermer. Mais à peine arrivés sur les lieux, Ils sont en train de passer tous des coups de téléphone. Ils sont déjà repérés. Alertés, plusieurs commerces de la rue ont eu le temps de baisser le rideau. Mais pas la boutique ciblée. Bonjour monsieur, les services de police. Une semaine plus tôt, la police a pris ce commerce en flagrant délit de vente de tabac et de protoxyde d'azote. Ils viennent annoncer 6 mois de fermeture. Le vendeur, ici en bleu, avertit sa patronne par téléphone. Oui, bonjour madame. Je vous explique. J'ai l'arrêté qui est devant moi, nous on ferme. Mais je suis pas La femme tente de jouer la montre. Madame, vous comprenez bien, je ne vais pas vous attendre quand même. Donc je vous ferme aujourd'hui. C'est 8h. S'il vous plaît, faites-moi une date de demain matin. Madame, c'est aujourd'hui, on ferme maintenant. Et une fois qu'on aura fermé le magasin, si on trouve quelqu'un dedans, c'est garde à vue. Est-ce que vous m'avez bien compris? Donc la fermeture, c'est maintenant, c'est tout de suite. On arrête de discuter, il y en a marre. Ok, d'accord. Ben, merci. Le but du jeu, c'est qu'ils font toujours « Ah non, je ne savais pas, on ne me l'a pas dit, soyez gentils, je ne sais pas », alors qu'ils sont complètement rompus à la procédure. Durant 6 mois, ce commerce ne pourra ni exercer d'activité, ni déclarer de chiffre d'affaires. Donc vous avez compris? C'est merveilleux, merveilleux. Une sanction qui permet d'empêcher tout potentiel blanchiment. La technique est efficace, mais les trafiquants ont toujours un coup d'avance. Dans une autre épicerie de la ville, nous rencontrons cet homme. Gérant d'un point de deal, il a déjà eu plusieurs contrôles dans son commerce. La police n'a jamais rien trouvé à lui reprocher. On vend un peu de tout en fait. Il y a des gâteaux, il y a des bonbons comme vous voyez, il y a la nourriture pour chat, il y a vraiment un peu de tout. Ici on stocke jamais des produits illicites. Par exemple, nous on fait pas du tout de contrebande de cigarettes. L'épicerie elle sert vraiment qu'à être une épicerie. Pourtant, aussi fou que cela puisse paraître, l'argent de la drogue est bien là, autour de nous, caché dans les produits les plus banals. Comme vous voyez, ça c'est les packs d'eau. Ça c'est acheté avec l'argent du trafic. Sa technique consiste à écouler les revenus du trafic dans des marchandises tout à fait légales. Et pourquoi l'eau, puisque je sais pas, du beurre ou des pâtes? Parce que du beurre et des pâtes, ça se revend moins que l'eau. Tout le monde en a besoin tous les jours. La logique, c'est de mettre l'argent du trafic dans des produits qui s'écouleront rapidement. Au-delà de l'eau, ce qui s'écoule le plus vite dans une épicerie, c'est l'alcool. Les bouteilles de vin et les canettes de bière que vous voyez dans ces rayons sont elles aussi toutes achetées avec de l'argent sale. Notre homme se fournit auprès d'un vrai grossiste en boissons. Mais au lieu de payer le tout en un seul virement officiel, il divise. Une partie en virement est déclarée, l'autre est réglée avec le cash issu directement du trafic. Quand vous allez chez un grossiste, vous achetez directement en cash et il ne vous posera jamais la question, il vous fera une facture. Et ça, l'État, il ne peut pas tracer avec quel argent vous avez acheté tous ces produits? C'est intraçable.
Le fournisseur, lui, c'est une personne qui est de confiance. Donc on n'achète pas directement à n'importe qui. Trafiquant ou État, c'est à qui sera le plus malin. Pour en finir avec ces commerces, le préfet de l'Hérault, François-Xavier Loche, a mis sur le pied de guerre tous les services de l'État. Bien, je salue la présence de messieurs les procureurs. Je salue aussi l'ensemble des services qui sont présents. Autour de la table, chacun expose son tableau de chasse. Un motif de plus en plus utilisé pour fermer les boutiques suspectes, c'est l'hygiène. Donc on a eu 41 fermetures sur le code de la santé publique, majoritairement à destination des villes poissons, type épicerie, bar, restaurant. Sur l'activité de la PAF, on a 7 dossiers en cours qui peuvent déboucher sur des fermetures au titre de l'emploi d'étrangers en situation irrégulière. Mais l'idée dont le préfet est le plus fier, Monsieur le directeur départemental des finances publiques, est-ce que vous acceptez, par exemple, contre service administratif, je vous désigne des cibles de choix? c'est le contrôle fiscal. Ah oui, bien sûr. On peut nous prendre le relais en diligentant les contrôles fiscaux. Nous pouvons aussi compléter cette procédure de ce qu'on appelle une procédure plus contraignante, qui est l'examen de situation fiscale personnelle. C'est-à-dire que s'agissant du gérant, par exemple, nous pouvons diligenter ce type de contrôle qui est beaucoup plus intrusif puisque nous devons accès au compte bancaire. Cette stratégie de collaboration unique en France, le préfet espère en faire un modèle. L'année dernière, on a déjà fermé plus de 100 commerces dans le département, 117 si ma mémoire est bonne. À la fin du mois d'août, on est déjà à 123. Ça veut dire que cette mobilisation, elle marche. On sait qu'il y a un lien entre ces commerces et le narcotrafic. L'objectif fondamental, c'est casser un des mécanismes de blanchiment. Dans le narcotrafic, plus on monte dans la hiérarchie, plus on a de cash à blanchir. Et les petits commerces qui ont pignon sur rue deviennent trop risqués. Celui que nous appellerons le lessiveur dirige plusieurs points de deal en Île-de-France. Dans ma position, je suis juste en dessous de ce qu'on peut appeler la grosse tête. Que moi, je suis la personne qui gère ses affaires, voilà. Sa technique pour blanchir l'argent du réseau en restant invisible, créer de fausses sociétés et facturer de fausses prestations. Pour cela, il a d'abord besoin de prête-noms. Moi, je ferais ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu prends une personne qui est dans le besoin, on lui demande simplement d'ouvrir une société, elle est rémunérée pour ça. Et les personnes qui sont en fait les prête-noms, ce sont des proches? Non, à aucun moment on fait ouvrir ça à des proches. Beaucoup de mères isolées, de femmes qui ont un peu du mal à payer leur loyer, peut-être 1 ou 2 enfants à charge. Tous les mois, elles touchent entre 500 et 1000 euros par mois. Avec ces sociétés de paille, il facture de fausses prestations à des complices qui ont besoin de cash. 10 000 euros par exemple. Le complice fait un virement au lessiveur. Les 10 000 euros déclarés deviennent propres. En échange, le complice récupère le cash issu du trafic. On peut faire n'importe quel secteur. Un exemple, ce qui est informatique. Donc moi, je viens installer des logiciels dans votre société. Les logiciels, ils sont déjà installés. Il n'y a aucun moyen de vérifier si c'est bien nous qui avons fait ça. Et voilà, facture, 4 lacs, argent. Mais c'est quoi les montants de virements qu'on peut recevoir sans attirer l'attention? Moins de 30 000, ça passe. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment simple. Il n'y a rien de compliqué à tout ça. Avec cette méthode, il réussit à blanchir des centaines de milliers d'euros par an. Sur les 3 millions d'entreprises enregistrées en France, combien ne sont en réalité que des sociétés bidons? Nous allons chercher des réponses au ministère de l'économie et des finances. Chez Tracfin, le service de renseignement de Bercy. Chaque année, son directeur Antoine Magnan reçoit 200 000 déclarations de soupçons sur des flux financiers douteux. Dans son viseur, les lessiveuses comme celle de notre masque blanc. Moi, je ferais ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu prends une personne, on lui demande simplement d'ouvrir une société, on peut faire n'importe quel secteur. De ces sociétés qui
secret et qui, en quelques semaines, manipule et brasse un volume très important d'argent alors qu'elle n'a pas de salariés, pas d'expérience, pas de référence sur le marché. La banque nous remonte l'information. Nous avons le droit de creuser les éléments qui nous sont transmis en accédant aux données bancaires des personnes concernées. Et dès que nous avons la certitude qu'il y a une activité manifestement frauduleuse, nous saisissons ces sommes. La difficulté, c'est qu'il a peu de temps pour agir. Car ces sociétés ferment aussi vite qu'elles ont été créées. De ces sociétés, la vérité, c'est qu'elles tournent, comme on dit, c'est-à-dire elles se mettent en faillite, elles changent de raison sociale de manière très régulière, de manière, là encore, à passer sous les radars, ce qui les rend plus difficiles à identifier. Les trafiquants organisent un brouillard de manière à pouvoir passer aussi inaperçu que possible. Tracfin fait saisir chaque année plusieurs dizaines de millions d'euros sur les comptes de ces sociétés douteuses. Pour échapper aux autorités, les trafiquants l'ont bien compris. Mieux vaut sortir l'argent blanchi le plus vite possible hors de France. Ils ont recours à des réseaux de blanchiment professionnels. 7 nouvelles mises en examen dans l'enquête qui a permis de démanteler un immense réseau international de blanchiment. Ces réseaux, capables d'exfiltrer des millions d'euros vers l'étranger, ce sont un peu les banquiers du crime organisé. Les démanteler, c'est la mission de la Brigade de recherche et d'investigation financière. En Île-de-France, ils sont une quarantaine d'enquêteurs. Vous ne verrez pas leur visage, ils travaillent incognito. Comme Laurent. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas vous reconnaître ? Parce qu'on est tous les jours dans la rue en train de suivre nos cibles et que bon, car mieux quand on est discret, le but c'est d'être des passe-murailles. Cet enquêteur nous emmène à un rendez-vous ultra confidentiel. C'est un de nos vieux contacts qui a décidé que c'était mieux de nous avoir comme amis que comme ennemis. Il y en a qui appellent ça des indiques, il y en a qui appellent ça des tontons. Après, officiellement, ça s'appelle chez nous les sources maintenant. La source qu'il va retrouver est infiltrée dans un réseau qui fait transiter les fonds des trafiquants de pays en pays à travers des sociétés écrans. C'est tout un système de sociétés dans des pays étrangers, etc., où il faut brouiller les pistes et surtout faire des sas étanches et anonymiser complètement celui qui à l'origine a voulu se faire blanchir les fonds. Oui, Coco. T'es où? Ouais, je repose la voiture devant la boutique. Bah arrive, je suis là, je suis posé, je t'attends. La source a accepté notre présence. L'homme va divulguer à Laurent les dernières étapes du développement du réseau. Ça va? Et toi? Ça va, ça va. Ils en sont où? En préparation. Ils mettent en place les sociétés. Ils ont pris quel pays maintenant? Ils ont mis en place l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne, voilà. D'accord, encore. Et c'est toujours le même qui a ouvert les comptes, les boîtes, tout ça? Toujours pareil, toujours le même. De quoi il s'agit? Alors c'est la logistique des espèces. Ça veut dire qu'on est obligé de virer en Europe, parce qu'en France, les banques françaises, quand vous virez de l'argent quotidiennement au Maroc, à Dubaï, c'est blacklisté. Et par contre, au Portugal... Sans problème. Portugal, Espagne, sans problème. Donc on passe par des sociétés européennes et de là, ou c'est viré au Maroc, ou c'est viré à Dubaï. Dans ce réseau, le blanchisseur collecte l'argent des narcotrafiquants, puis grâce à la méthode des fausses factures, il le place sur les comptes d'une multitude de sociétés fictives en France. De là, les fonds sont transférés vers d'autres sociétés fictives, chez nos voisins européens d'abord, puis au Maroc ou à Dubaï, où les contrôles financiers sont moins stricts. À la fin, le trafiquant récupère son argent soit sur un compte bancaire, soit en crypto-monnaie, pour le réinvestir dans l'économie, comme l'immobilier par exemple. Et vous, pourquoi vous savez tout ça? Parce que je faisais partie là-dedans. J'étais là-dedans, je faisais des gros volumes, je faisais 13 millions de blanchiments. Les risques pour vous, à titre personnel, quels sont-ils? Dangereux, garde ma vie,
En contrepartie, les sources sont rémunérées. Plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros selon l'affaire. Grâce aux informations déjà livrées par sa source, Laurent a pu mettre en place depuis plusieurs semaines un dispositif de surveillance. Objectif, identifier les membres de ce réseau et rassembler des preuves sur leur fonctionnement. Tout se passe dans un quartier central de la capitale. Dans un lieu confidentiel, les policiers ont installé ce qu'on appelle un pigeonnier, un poste d'observation. Bon, Loulou, ça se passe bien? Ça se passe bien. Est-ce que nos amis qui sont là? Ils sont bien là. Il y a pas mal d'alliés venus. L'objet de la surveillance, ce local commercial d'apparence ordinaire, c'est le siège du réseau de blanchiment que Laurent a identifié grâce à sa source. Ça aussi, c'est partie de l'habillage d'un bon réseau de blanchiment. Se donner une apparence d'honorabilité. En s'établissant dans un beau quartier de la capitale, où il y a pas mal de passages, les commerçants, ça attire pas du tout attention. Qui, en passant dans la rue, va se dire « Ah bah tiens, à cet endroit-là, il y a sûrement une équipe qui blanchit avec des trafiquants de stupes, etc. » Ah, regarde là. Ah ouais, il tient un truc à la main. Putain d'alien, c'est... Un premier visiteur se présente avec un sac en plastique visiblement rempli. On peut penser qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Probablement un trafiquant venu se débarrasser de son cash. C'est pas le trafiquant du petit point de deal qui va venir là. C'est quelqu'un qui gère plusieurs points de deal sur ou une grande ville ou une région. La boutique fonctionne un peu comme une banque. Les trafiquants y déposent leurs espèces et en échange, les blanchisseurs leur font des virements vers des comptes à l'étranger. Soudain, un autre homme surgit. Ah putain, il y a l'autre qui sort. Le voilà. Number one. C'est la cible principale de notre affaire. C'est lui qui est au cœur du système de blanchiment. C'est lui qui le dirige, qui coordonne, qui donne les instructions. Il fait partie du banditisme francilien. D'ailleurs, tu as vu la montre? Tu as vu la montre? Là, il y en a pour... pareil, c'est une montre à 20-30 000 minimum. Enfin aussi, c'est des détails importants sur la surveillance. On a quand même la preuve qu'il se trimballe avec une montre qui vaut minimum 20-30 000 euros. Hein. Vous n'avez pas d'activité déclarée et une montre en or? Pas question de l'interpeller aujourd'hui. La surveillance va durer plusieurs mois. Les policiers veulent comprendre comment ce blanchisseur se débarrasse à son tour du cash encombrant des trafiquants. La réponse va venir avec l'arrivée de ces deux individus. Le sac vide, hein. Ouais. Le sac vide, un détail important car 20 minutes plus tard... Sorti, les deux là. Ils ressortent. Puis j'ai l'impression que la pochette, il y a un peu dedans. Quand ils sont arrivés, elle était beaucoup plus plate. On peut penser qu'il y a un petit peu de cash à l'intérieur. L'œil des policiers est affûté. Ces deux hommes seraient donc venus, eux, s'approvisionner en cash. Qui sont-ils? Et à quoi vont leur servir ces espèces? De retour à la brigade, c'est l'heure du débrief avec la patronne, Jessica Finet. C'est les deux nouveaux clients qu'on a vus là, qui ont des bonnes têtes. Hein. Les deux hommes vont rapidement être identifiés comme étant des chefs d'entreprise. Ils présentent bien, hein. Ce type de profil constitue un maillon incontournable pour recycler le cash. Le réseau de blanchiment, lui, les espèces, il faut bien qu'il les écoule. Et donc pour les écouler, il a besoin là de tout le pan de l'économie, réelle, qui va rechercher des espèces et qui va accepter du coup de faire des virements sur des sociétés fictives en échange de ces espèces. Les premiers clients de cash des réseaux de blanchiment sont généralement dans le domaine des travaux publics, bâtiments publics. Parfois, ça peut être aussi de la sécurité, ça peut être la restauration. Si ces secteurs sont aussi gourmands en cash, c'est parce que c'est là où se pratique le plus le travail au noir.
Nous avons contacté une dizaine de patrons du BTP. Presque tous reconnaissent avoir déjà eu recours au réseau de blanchiment. Un seul a accepté de nous raconter. On est actuellement sur un de mes chantiers. Là, c'est de la rénovation. On doit tout refaire de A à Z. Son entreprise fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'argent liquide, il en a besoin pour payer sa vingtaine d'ouvriers et réduire ses charges sociales. Moi, j'ai besoin d'à peu près 40-50 000 euros mensuels en cash pour mes salariés. La personne en question me remet une facture de matériel, par exemple, je lui fais mon virement tout simplement et quelques jours après, je lui servis en cash. Ce cash atterrit ensuite dans les mains des ouvriers. Si je déclare un gars à 2 000 euros en charge, machin, j'arrive vite à 3 000. Donc je préfère le déclarer à 500, 600 euros et le reste, je lui passe en cash, quoi. Au lieu des grosses cotisations sociales que je vais être amené à payer, je préfère faire comme ça. Surtout quand on commence à avoir beaucoup de salariés, on voit tout de suite la rentabilité de ce petit montage. Pour obtenir les espèces, il doit payer une commission. 10 à 20% en plus du montant demandé. Dans le BTP, tout le monde fait ça? Pas tout le monde, mais une bonne partie. Et vous vous doutez que ça vient du narcotrafic? Franchement, moi, à ma hauteur, je ne cherche pas à savoir d'où provient le cash de la personne qui me fait ce service-là, quoi. Et j'en ai pas l'utilité de savoir où ça vient. Mais des fois, quand on reçoit des petites coupures, c'est fort probable que ça provienne du narcotrafic. Mais après, comme je vous ai dit, moi, ça m'est égal. Pourquoi? Chacun son business. Chaque année, le travail dissimulé représente pour l'État un manque à gagner de 9 milliards d'euros, tous secteurs confondus. Couper le robinet du cash illégal est devenu une urgence politique. Traquer l'argent, mais pas seulement. Pour lutter contre le blanchiment, les autorités s'attaquent désormais aussi au patrimoine des trafiquants. C'est la mission de Vanessa Perret. Cette magistrate gère et revend pour le compte de l'État les biens saisis auprès des délinquants, notamment des narcotrafiquants. Elle dirige l'Agrasc, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Par exemple, vous êtes trafiquant de drogue, on vous saisit votre voiture, les bijoux de votre femme et votre immeuble. Et bien ensuite, l'immeuble, c'est nous qui allons le vendre. Les biens et les bijoux de votre femme, c'est nous qui allons les vendre. Et votre voiture, par exemple, elle peut être donnée à des services de police qui en ont besoin pour réaliser leurs enquêtes contre des trafiquants de stupéfiants, justement. C'est positif pour les juridictions parce que ça leur permet d'évacuer les scellés, ça permet de faire rentrer des sous dans les caisses de l'État. Chaque année, la magistrate organise une vingtaine de grandes ventes aux enchères ouvertes au public. Pour les préparer, elle fait la tournée des tribunaux aux 4 coins de la France. Objectif, dénicher parmi les scellés des biens qui vont rapporter gros à l'État. L'étape du jour, c'est le tribunal de Nîmes. Accueilli par la procureure Cécile Jansac et le procureur général Xavier Bonhomme, direction les entrailles du palais de justice. C'est ici que se trouve la salle la plus secrète du bâtiment. Voilà, donc je vous présente notre salle des trophées, avec donc ce qu'on appelle les scellés. Dans ces boîtes, l'ensemble des biens saisis ou confisqués définitivement aux malfaiteurs. La procureure a déjà sorti les objets de plus grande valeur, ceux qui vont intéresser Vanessa Perret. C'est la dernière prise, enfin en tout cas la dernière qu'on a triée, des objets de marque, des biens particulièrement coûteux, qu'on va se faire un plaisir de vous remettre. Sacs Yves Saint-Laurent ou Louis Vuitton, bijoux en or et montres de prestige. Le butin s'annonce prometteur. Je disais à Madame la procureure, ça c'est une montre Rolex qui a été mise à prix la dernière fois à 10 000 et qui a été vendue 70 000.
On a de la maroquinerie qui fonctionne très bien dans les ventes aux enchères. On a des bagues en diamant qui aussi partent assez bien. Je ne sais pas quelles seraient les mises à prix, mais oui, au moins plus de 100 000 € dans une seule affaire. Donc c'est vraiment très positif. D'autant plus positif que cela porte un coup aux trafiquants. Aller prendre le produit du crime, je pense que quelque part, c'est faire disparaître tout ce qu'ils ont réussi à faire. La sanction pénale, c'est une chose. Mais venir prendre ce pourquoi ils ont passé outre les interdictions de la loi, là, on attaque sévèrement. L'an passé, 51 millions d'euros de biens ayant appartenu à des narcotrafiquants ont été revendus par la Grasque. Et Vanessa Perret compte bien frapper de plus en plus fort. Quelques jours plus tard, à La Ciotat, près de Marseille, nous la retrouvons pour une vente aux enchères exceptionnelle. Celle de sa plus belle prise de guerre, le Stéphania. Ce yacht ultra luxueux de 40 mètres de long a été saisi dans une affaire de narco-blanchiment. Mise à sec sur le chantier naval de La Ciotat, sa vente va bientôt démarrer. Dernier tour du propriétaire pour la magistrate, aux côtés du procureur de Marseille qui a dirigé l'enquête et du commissaire-priseur. Le plus spectaculaire, donc ce côté très luxueux avec cette coque couleur champagne, très particulière, très soignée. C'est les codes couleurs qu'il a fait surnommer le Golden Yacht. 2 piscines, un jacuzzi, des meubles style art déco très haut de gamme. Avec donc les meubles qui sont griffés Fendi. À bord, tout est luxe, dorure, jusqu'au moindre détail. Le bateau peut accueillir jusqu'à 10 passagers dans des suites somptueuses. Donc là aussi, on est quand même dans un univers assez luxueux avec déjà une chambre qui fait, je sais pas, 40 mètres carrés, alors qu'on est sur un bateau. Chaque suite a sa salle de bain conçue entièrement en marbre et en acre. C'est assez incroyable sur un bateau d'avoir. Ouais, on est dans un appartement luxueux, qui pourrait être avenue Foch. L'ex-propriétaire est soupçonné de trafic de stupéfiants et de blanchiment en bande organisée. Il a tenté tous les recours judiciaires possibles pour récupérer son yacht, sans succès. C'est un renseignement qui est parvenu aux gendarmes de la section de recherche de Marseille. On a constaté que les montages financiers à la fois pour acquérir ce yacht, mais également une superbe villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat étaient très troubles. Et il existe désormais en droit français une infraction qui s'appelle la présomption de blanchiment, qui nous permet de saisir les biens. La Grasque doit se débarrasser au plus vite du Stéphania, car son entretien a déjà coûté 800 000 € en 2 ans. C'est pas aussi facile à vendre qu'un tableau de Picasso qu'on aurait rangé dans un coffre-fort en attendant la fin de la procédure. Là, la conservation même du bateau à quai coûte une fortune. Moi, ça me plaît bien, mais j'ai pas le budget, c'est dommage. Le Stéphania, c'est le bien mobilier le plus cher jamais mis aux enchères par la Grasque. L'enjeu est de taille pour la magistrate. On a une salle qui se remplit de plus en plus. On espère qu'ils se vendent le mieux possible. Donc oui, il y a toujours un stress. Donc nous allons commencer dans un instant avec une mise à prix de 9,5 millions. Donc 9,5 millions pour ce yacht. La vente aux enchères démarre fort. 9,5 millions, 9,6 millions. 9,7 millions on suit. 9,8 millions, 9,9 millions. À ces niveaux de prix, les acheteurs potentiels restent discrets. Mais un homme se démarque. 10 millions. Donc 10 millions, l'enchère est à ma droite. 10 millions une fois, 10 millions deux fois, sans regret, plus. Donc 10 millions adjugés à monsieur. Le gagnant de l'enchère est un courtier, mandaté par un richissime entrepreneur américain. Il est très heureux. Qui est très heureux? Mais l'acheteur. C'est un bon prix? Ah oui, c'est un très bon prix. Normalement, il coûterait combien? Je pense que si je devais le vendre sur le marché européen, le prix de vente serait de l'ordre de 15 à 16 millions d'euros. Donc c'est une bonne affaire. C'est une très bonne affaire, oui.
Le bateau va partir pour les États-Unis d'ici quelques semaines. Une bonne affaire autant pour le nouvel acquéreur que pour l'État. Cette vente, c'est un signal envoyé aux trafiquants. Le message qu'on veut marteler, c'est que les délinquants comprennent que désormais, on s'attaque aussi à leur patrimoine. Le crime ne paie pas, hein, c'est la devise de la grâce que je la reprends à mon compte. C'est-à-dire, pendant des années, on a travaillé sur les événements, on a travaillé sur les infractions, sur les vols à main armée, sur les trafics. On avait l'impression de décoper la mer à la petite cuillère. Si vous allez sur les circuits de blanchiment, si vous récupérez l'argent, vous appauvrissez vos adversaires. Et avec cet argent qui est très bien réutilisé hein, dans notre système, vous renforcez ceux qui luttent contre le phénomène et vous pouvez engager un cercle vertueux pour le triomphe du droit, de la légalité et de l'État. Les 10 millions d'euros de la vente iront au budget général de l'État pour financer les hôpitaux, l'école ou peut-être la police. 10 millions redevenus propres, même si cela reste une goutte d'eau face aux milliards du narcotrafic. Alors qu'en 2025, le nombre de blessés sur fond de narcotrafic a augmenté de plus de 40%, nous poursuivons notre enquête à Paris. C'est ici que siège le nouveau bras armé de la justice contre ce fléau. Nous sommes au tribunal de Paris. Nous allons retrouver Vanessa Perret, une femme que vous avez rencontrée dans ce documentaire. Elle dirigeait il y a quelque temps encore l'Agence nationale de gestion et de recouvrement des biens mal acquis, des biens saisis sur les trafiquants de drogue. Eh bien aujourd'hui, elle est à la tête d'un parquet, le parquet national anti-criminalité organisée qui vient d'être créé. Nous allons la retrouver pour des raisons de sécurité dans une salle de réunion de ce tribunal. Inspiré par le parquet national antiterroriste, ce nouveau parquet, le PNACO, entré en fonction depuis une semaine, aura la charge de traiter les affaires de criminalité les plus graves, comme l'évasion meurtrière du narcotrafiquant Mohamed Amra, ou encore l'assassinat, il y a 2 mois, du frère d'Amin Kessassi, militant engagé contre le narcotrafic à Marseille. Vanessa Perret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête d'une équipe de combien de personnes? Nous sommes 34 aujourd'hui, 16 magistrats, 13 greffiers, 3 assistants spécialisés, c'est-à-dire des personnes qui vont nous aider à nous occuper des données numériques, des saisies, des confiscations, et des attachés de justice, c'est-à-dire des juristes qui vont nous aider dans notre travail au quotidien. Vous deviez avoir 2 fois plus de magistrats, finalement vous n'en avez que 16. Alors 16, c'est le début. Ou vous allez vous développer davantage? On va se développer davantage. Ce parquet va monter en puissance puisqu'on a des effectifs qui sont aussi prévus en septembre 26, donc dans 6 mois, puis en septembre 27, pour arriver à terme, comme le parquet national antiterroriste, à une trentaine de magistrats et toute l'équipe autour, donc quasiment le double de personnes. Vous avez combien de dossiers aujourd'hui à l'étude? On a récupéré 170 dossiers depuis le 5 janvier, qui viennent tous du parquet de Paris. Et puis ensuite, on prendra le flux qui arrive. 170 dossiers pour 16 magistrats, donc ça fait... C'est beaucoup. C'est pas tant que ça. C'est des très gros dossiers, mais c'est vrai qu'un juge d'instruction moyen en France, il suit plus d'une centaine de dossiers. En général. Et j'ai décidé, pour que ce soit plus efficace, de mettre sur chaque dossier un binôme, une personne qui soit spécialisée en criminalité organisée et une autre qui soit spécialisée en investigation financière, pour avoir toujours ce double regard sur chaque dossier. Quand on regarde le documentaire de Florence de Soultret, on s'aperçoit de l'ampleur de la tâche qui vous attend quand même, malgré tout. Parce que l'économie française est déjà très gangrénée par cette économie de la drogue, cette économie souterraine. Alors cet argent de la drogue, il est effectivement recyclé par différents moyens et c'est très bien montré dans le reportage. Soit effectivement dans des épiceries ou dans des sociétés de BTP, mais aussi par des investissements à l'étranger qui sont plus complexes, mais aussi par des achats de voitures, de bijoux, d'immobilier à l'étranger. Vous étiez à Dubaï en janvier 2025. Voilà, exactement. J'étais avant directrice de l'agence de gestion des avoirs et le garde des Sceaux a travaillé pour qu'il y ait notamment plus d'extradition. Il y est retourné récemment d'ailleurs. Il a donné une liste de trafiquants, une quinzaine de trafiquants français qu'on aimerait pouvoir interroger. Et les autorités émiriennes nous ont aussi annoncé qu'elles avaient gelé des appartements dans un dossier du tribunal de Marseille qui appartenait à des narcotrafiquants. Donc ça veut dire qu'on peut le faire et qu'on peut avoir une coopération utile avec ces pays. Oui, il y a beaucoup de trafiquants qui se réfugient à Dubaï, trafiquants français, mais en général les autorités dubaïotes en remettent 1 ou 2 par an. Ah ben là on en a eu 17, donc 17 en une année. Qui ont été remis entre les mains de la justice française. Tout à fait, donc c'est vraiment en progression.
Il y a beaucoup de magistrats et de policiers qui travaillent dans ce secteur et qui, tout en luttant évidemment contre ces phénomènes, disent que la France a une guerre de retard. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'on est en retard. Je pense qu'on se donne les moyens justement pour lutter. Je pense qu'on a réellement un levier en suivant l'argent, parce que s'ils sont démunis de leurs ressources, ça vraiment leur permettra de ne plus acheter de drogue, de ne plus continuer les trafics, de ne plus investir, et c'est vraiment un levier. Il y a une cinquantaine de magistrats chaque année qui sont menacés de mort. Il y en a une quinzaine qui sont sous protection. Comment vous vivez ces choses-là, personnellement ? Écoutez, ça fait partie du travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Frapper les trafiquants au portefeuille, un magistrat l'a payé de sa vie. Le juge Falcone en Italie. La mafia sicilienne a fait sauter sa voiture en 1992. Bonsoir Fabrice Risoli. Bonsoir. Fabrice Risoli est spécialiste des réseaux mafieux italiens et du blanchiment. On a ce chiffre de pratiquement 7 milliards d'euros d'argent sale et seulement à peu près 100 millions d'euros de produits par ce narcotrafic qui sont saisis par la justice française. On est loin de l'Italie. Il y a depuis 30 ou 40 ans déjà, on saisit les biens des mafieux en Italie. En Italie, on a inventé une confiscation révolutionnaire qui consiste à dire tout ce qui fait partie d'un réseau criminel, celui qui tue, celui qui fait l'extorsion, celui qui blanchit, mais aussi tous les complices qu'on a mis dans une enquête judiciaire. On voit, ils sont en relation, ils ouvrent des sociétés, mais tous ne va pas au procès pénal. Si tu as tué, tu subis un procès pénal. Mais si tu es complice financier, tu ne vas pas au procès pénal. Par contre, on te saisit tes biens. On te saisit préventivement tes biens et toi, tu dois justifier l'origine légale de tes biens. Ouais. Si on ne le justifie pas, on perd. On a vraiment une marge de progrès à faire sur la confiscation en France. Il faut se doter de moyens plus italiens pour lutter contre le blanchiment. Nous l'avons montré dans notre document, certains secteurs de notre économie utilisent de grandes quantités de cash, car ils pratiquent le travail dissimulé. Dans le BTP, tout le monde fait ça ? Pas tout le monde, mais une bonne partie. Chaque année, ce travail dissimulé représente pour l'État un manque à gagner estimé à 9 milliards d'euros, tous secteurs confondus. À partir du moment où il y a plus de 240 000, je crois que c'est vos chiffres d'ailleurs, de personnes qui vivent du trafic de la drogue, de près ou de loin du trafic de drogue en France, est-ce que ça ne va pas être difficile de revenir en arrière? Oui, ça va être difficile. Ce phénomène. Le monde de l'entreprise, c'est très dur. Quand on a une PME, PMI, le plus dur, c'est de finir la fin du mois, d'avoir l'argent pour payer ses salariés, etc. Donc, on peut comprendre ce besoin de travailler avec donc, de l'argent sale, mais qu'ils comprennent bien que demain, quand on rentre sur une enquête sur de l'évasion fiscale, ils peuvent tout perdre. Sa vie, toute son entreprise, son statut social, et de passer par la case prison, parce que pour le coup, pour fraude fiscale et blanchiment d'argent de la drogue, vous passez par la case prison. On va revenir sur le trafic de drogue lui-même. On voit bien que le trafic explose, notamment la cocaïne, mais aussi le cannabis qui continue. Oui. Ces organisations criminelles, est-ce qu'il y a un phénomène d'ethnicisation? Il y a quand même, dans les réseaux criminels, une sorte d'appartenance souvent à la communauté quand elle est ethnique, mais en réalité, ici, nos réseaux criminels, par exemple en France, qui distribuent la cocaïne, ont souvent une appartenance de quartier. C'est souvent des gens qui ont grandi ensemble, et souvent, quelles que soient leurs origines. Mais ce sont des réseaux qui se sont aussi internationalisés, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans vos études. Oui. C'est que la mafia des cités, aujourd'hui, elle a construit ses propres réseaux, ses propres filières d'approvisionnement. Il y a 30 ans, un petit gars des quartiers populaires en France devait aller demander gentiment à un papy de la French Connection à Marseille de lui apporter du cannabis ou de la cocaïne. Aujourd'hui, évidemment, que nos amis des cités ne sont pas plus bêtes que les autres et ils sont en Colombie en train de discuter avec les producteurs. C'est très clairement ce que montrent quelques arrestations, notamment. Il y a une montée de la violence concomitante à ce développement du trafic de drogue en France. Aujourd'hui, en France, il y a énormément de règlements de compte entre trafiquants, en Corse, à Marseille et ailleurs autour du narcotrafic. Il y en a déjà eu 2 à Marseille depuis le début de l'année. Voilà. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des victimes qui ne sont pas concernées par le trafic. Nous les appelons victimes innocentes. Cette étudiante tuée à sa table de travail, je crois que c'était Soukaina, mais il y a aussi Sarah, Fayette qui avait 10 ans à Nîmes. Il y en a beaucoup d'autres. Jean Livrelli, retraité en Corse, ils se sont trompés sur la voiture. Et ça, il faut que ça cesse pour qu'il n'y ait plus ce type de victimes. Et ça suppose aussi de changer les mentalités et pas seulement les lois. Et expliquer aux citoyens consommateurs de cannabis ou de cocaïne qu'il y a une goutte de sang par gramme de cocaïne. Il n'est pas exclu de responsabiliser les consommateurs, bien sûr. Ça détruit la forêt amazonienne, très largement. Alors là, oui, sur l'enjeu écologique, mais en même temps,
Les consommations de drogue, au-delà de quelques consommations récréatives qui existent, il y a aussi des phénomènes d'addiction. Et aller dire à un consommateur de crack que quand il consomme du crack, il endommage la forêt amazonienne, le discours ne va pas percuter. Donc il y a un boulevard pour faire de la prévention contre la cocaïne que prennent aujourd'hui étudiants, profs, marins-pêcheurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il faudra s'attaquer aux addictions, qui sont les personnes qui consomment le plus et le plus souvent. Et pour ça, il faut des politiques de santé publique différentes. On ne met pas assez d'argent là-dessus. Merci beaucoup, Fabrice Rizoli, d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. Guerre, la France est-elle prête ?